L'enseignement, la transmission peut avoir un effet démultiplicateur. J'aime enseigner, j'aime transmettre. Et c'est pour ça que voilà, j'ai toujours plaisir à venir expliquer le biohacking, la longévité, mon parcours. Et puis, si je peux inspirer des personnes, tant mieux. Il faut savoir qu'il y a quand même pas loin de 1 Français sur 2 de plus de 50-55 ans qui a une maladie chronique. Il y a des gens qui fument très peu, qui malgré tout ont un cancer. C'est juste pas de bol. Qu'est-ce que tu prends, toi ? Alors, qu'est-ce que je prends, moi ? Moi, je prends beaucoup de choses. Donc, il a été montré que le stress, ça accélérait le vieillissement. Qu'est-ce que tu penses, toi, des outils connectés, bagues connectées, montres connectées ou encore du capteur de glycémie ? C'est la dose qui fait le poison. On devrait couper ça au montage. Aujourd'hui, je reçois un homme qui a consacré sa vie à la médecine, à la longévité, à aider des hommes à vieillir en meilleure santé, à se sentir mieux dans leur corps. Il est médecin, anesthésiste et travaille dans la longévité, a été contributeur chez Forbes, auteur de plusieurs livres. Bienvenue dans Corps et Conscience de Nice. Merci Benjamin, merci de m'accueillir dans ce podcast, dans ce magnifique lieu très très inspirant. Et ben, ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec toi après avoir lu ton livre et après avoir lu tes posts sur LinkedIn pendant pas mal de temps. Donc actuellement, tu es médecin, anesthésiste, réanimateur de formation, spécialisé dans la longévité et le biohacking. Qu'est-ce qui t'a amené à l'origine à te lancer dans ce domaine-là ? Ça a été tout un parcours. Moi, je suis un pur produit de l'allopathie française. Je suis ancien interne des hôpitaux, ancien chef de clinique des universités. Et en fait, au cours de mon internat, je me suis beaucoup intéressé à la santé holistique, la santé corps-esprit. Et d'ailleurs, c'est d'où finalement ce côté où on se rejoint sur le nom de ce podcast, puisque je me suis intéressé à l'hypnose, au coaching, à tout l'aspect mental qui pouvait manquer dans le cursus que j'avais pu suivre. Et puis, quelque part, je me suis dit qu'on pouvait encore aller plus loin dans l'utilisation de tout ce qu'on pouvait apprendre. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser notre méthode médicale non plus pour soigner, mais pour prévenir, et plus particulièrement prévenir le vieillissement. Et j'ai découvert, c'était il y a une dizaine d'années, qu'il existait une formation, un diplôme universitaire de médecine dite anti-âge. Et donc, je me suis inscrit à ce diplôme universitaire de médecine anti-âge. J'ai trouvé ça passionnant, sachant que cette formation était très orientée sur la médecine esthétique, mais il y avait quand même toute une partie sur la prévention du vieillissement. Et puis j'ai trouvé ça complètement génial. Alors, j'ai passé d'ailleurs quelques années après un autre diplôme universitaire de médecine dite anti-âge. L'année dernière, j'ai passé mon 3e diplôme universitaire sur le sujet à Lille, médecine et biologie du vieillissement. Et en fait, finalement, il y a à peu près 5 ans, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre tout dans le même package ? La médecine allopathique, la médecine, je dirais, du mental, hypnose, coaching, en sachant que ce n'est pas de la médecine, mais en tout cas, il y a des utilisations en médecine. Et avec cette médecine anti-âge, non plus dans une idée de soigner, mais vraiment d'aller vers l'optimisation. Et en fait, c'est en discutant au cours d'une soirée avec un ami entrepreneur, il m'a dit, en fait, tel que tu es en train de parler de ton concept, ça s'appelle le biohacking aux États-Unis, vas-y, lance-toi. Et donc, j'ai écrit à l'occasion le premier livre en français sur le sujet, première formation en français, et puis peu après, le fameux article dans Forbes dont tu as fait mention. Voilà, et donc je me suis mis à développer ça. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à en parler il y a 4-5 ans, biohacking en France, c'était un peu me and myself. Maintenant, c'est quelque chose qui est devenu très, très répandu, notamment à travers différents acteurs, certainement qu'on va y revenir, mais avec des gens comme Brian Johnson, qui ont popularisé le concept jusqu'à un certain extrême. Et ça, forcément, ça pose question et ça rend, en tout cas, les gens curieux. Génial, super parcours. Ton premier diplôme dans la médecine anti-âge était où ? En France ? Alors, oui, à Paris. l'université Paris 5. Premier diplôme Paris 5, deuxième diplôme Paris 12 et donc troisième Après diplôme le 3e Lille. Voilà. Ok, super. Donc le biohacking, c'est devenu de plus en plus répandu. Maintenant, comment est-ce que tu le définirais pour quelqu'un de 40 ans qui ne sait pas du tout de quoi on parle ? Bon, en fait, il faut revenir au basique, bio, la vie, hacking, la prise de contrôle. Donc, il ne faut pas voir ça comme un truc de geek, un peu brutos, un peu zarbi, un peu perché, pas du tout. Le biohacking, c'est simplement l'utilisation de tout ce qui peut permettre l'optimisation de l'être humain. Alors, quand on dit optimisation de l'être humain, il ne faut pas voir ça comme on va modifier la nature humaine, on va faire du transhumanisme, etc. Pas du tout. Non, l'idée, c'est de comprendre que nous avons une part génétique, c'est ce que l'on appelle notre ADN, nous naissons avec un autre ADN, et par contre, on sait très bien que nos gènes que nous portons, que nous héritons de nos parents,
vont ou pas s'exprimer en fonction de notre mode de vie. Et finalement, cette notion de hacking, c'est la prise de contrôle, ou plutôt la reprise de contrôle de ce patrimoine génétique, puisque finalement, on va dire que notre génome détermine, allez, on va être simple, 30% de ce que l'on est. Et ensuite, il y a nos comportements qui vont un peu façonner la manière avec laquelle les gènes vont s'exprimer. Ce qui fait que nous avons donc une certaine liberté par rapport à notre génome. Pour moi, c'est ça ce hacking. C'est-à-dire que tout comme il y a ce hacking, je dirais, physique, cellulaire, il y a également même un espèce de hacking mental dans le biohacking. Et en fait, ça va être la notion que malgré l'éducation qu'on a pu recevoir, malgré les traumatismes que l'on a pu vivre, on a quand même possibilité de changer cela et grâce à la neuroplasticité, donc d'avoir une certaine part de liberté. Donc pour moi, le biohacking, c'est finalement l'utilisation, c'est un concept, hein, ce n'est pas une technique pure, c'est l'utilisation de routines, éventuellement de technologies, de biotechnologie ou de thérapie éventuellement, toujours bordée par la science et qui permet finalement de retrouver une liberté par rapport à notre génétique, par rapport à tout ce patrimoine dont nous héritons. Pour illustrer ce que tu dis, si je te suis bien, tu me dis si l'exemple est bon, c'est par exemple une personne qui aurait un risque de cancer de la peau de, disons, génétiquement 50%, met de la crème solaire toute sa vie, fait bien attention, n'a aucun cancer de la peau, aucun développement de mélanome. Alors, et là, on a en quelque sorte... pour être simpliste, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir un gène de prédisposition à une pathologie X, Y, Z. Et si effectivement on a un mode de vie qui est correct, a priori, je dis bien a priori, on peut éviter d'exprimer ce gène. Mais attention, ce n'est pas une certitude absolue, mais on va prendre par exemple un paramètre biologique qui est testé par certains médecins qu'on appelle le LPA, qui est une lipoprotéine que l'on a dans... Voilà, la lipoprotéine A que l'on a dans le sang. La lipoprotéine A varie assez peu au cours de la vie. En fait, le taux de lipoprotéine A est assez corrélé à notre génétique. On sait très bien que la lipoprotéine A élevée est un facteur de risque cardiovasculaire. Bon, ben voilà, à partir du moment où on a un facteur de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'on a un risque, mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire une maladie cardiovasculaire. Alors, c'est sûr que si on a une LPA élevée et qu'à côté de ça, on mange n'importe quoi, qu'on a un diabète, qu'on a du cholestérol, qu'on fume, qu'on est sédentaire, ben, oui, là, ça commence à devenir un peu chaud d'avoir un LPA élevé. Maintenant, quelqu'un qui a un LPA élevé et qui a un mode de vie, je dirais, le plus sain possible, va a priori, je dis bien a priori, éviter un problème cardiaque. Complètement. Et c'est ça l'exemple moi, qui m'agace un petit peu, c'est les personnes qui disent « Ah, mais ça sert à rien de faire attention ou d'arrêter de fumer. J'ai telle personne que je connais qui a fumé jusqu'à 80 ans en bonne santé. » Oui, c'est le contre-exemple type de la personne qui a beaucoup de chance, qui génétiquement était au top et qui, malgré... en fait, il y a les gens qui fument comme des pompiers et qui n'ont jamais rien, c'est juste qu'ils ont une bonne génétique. Et alors qu'il y a des gens qui fument très peu, qui malgré tout ont un cancer, c'est juste pas de bol, ils ont tiré les mauvais numéros à la génétique. Exactement. Après, ce que je dis toujours, c'est même si on peut s'en sortir bien, on s'en sort toujours mieux quand on fait attention à sa santé et qu'on optimise. En fait, c'est ça l'idée de l'optimisation. C'est-à-dire que je dirais que d'une manière générale, l'évolution de l'être humain, parce que on a beau dire, même si on fait attention, etc., on est tous amenés à vieillir. C'est normal, c'est l'évolution normale de l'être humain, même si certains font en sorte de ralentir cela, voire peut-être de réverser l'âge biologique. Hein. Ça, c'est un peu la quête du Graal de tous les médecins dans la longévité. Mais en même temps, on sait très bien qu'on est quand même amené à vieillir. Eh bien, en fait, l'idée d'optimiser, c'est peut-être pas d'être toujours sur une pente ascendante, mais au moins d'être sur une pente, je dirais, stagnante, qui ralentit. C'est-à-dire que plutôt que de décliner, le fait de s'optimiser, ça permet au moins de remettre droite la courbe et de garder le plus longtemps possible une certaine normalité. Moi, je vois depuis que je pratique le biohacking, j'ai perdu une quinzaine de kilos, je soulève plus lourd à la salle, j'ai plus d'énergie à 53 ans que je n'en avais à 45. Bon, ben voilà, je me dis, j'ai fait quelque chose de chouette. Pourtant, mes deux parents sont décédés de maladies chroniques, donc a priori, je dis bien a priori, je n'héritais pas de la meilleure génétique possible. Mais voilà, je me dis que je fais attention à moi, pour moi-même,
pour ma femme, mes enfants et tout ce que je peux apporter au plus de gens possible. Génial, et c'est important de prendre soin de son corps. Donc là, aujourd'hui, comment est-ce que tu incarnes ce biohacking dans ton quotidien avec les différents patients que tu peux avoir? Ben, en fait, je fais énormément de conseils. Je ne suis pas forcément à passer énormément de temps avec des personnes, un individuel. Je suis régulièrement des personnes qui me posent des questions, etc. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'enseignement, la transmission. Pour ça que j'utilise notamment, tu parlais de LinkedIn, les réseaux sociaux. Je me développe aussi sur Insta. J'ai commencé aussi sur TikTok. J'ai une vieille chaîne YouTube que je n'ai pas forcément beaucoup suivie. J'ai 2 livres qui vont sortir en 2026. Donc voilà, j'aime ce côté évangéliser et puis apporter de la connaissance et de la connaissance pratique. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand je m'occupe d'une personne, et j'aime bien aussi suivre des personnes, et notamment des entrepreneurs qui veulent voilà, performer mieux, performer plus. J'ai aussi des sportifs de haut niveau qui me, qui, qui me suivent, ou plutôt que c'est moi qui les suis pour être plus précis. C'est vrai que j'aime bien ça, mais le côté enseignement permet un effet démultiplicateur que je trouve extrêmement agréable. Exactement, parce que ça permet de transmettre, les personnes transmettent à leur tour. Voilà, tout à fait. Exactement, génial pour ça. Donc, tu as commencé ta carrière en soins palliatifs, c'est bien ça? Alors, ça, c'était mon premier métier. J'étais tout jeune. À la fin de la première année de médecine, j'ai eu la possibilité de faire un stage, enfin un travail, c'était plus qu'un stage, un travail effectivement en soins palliatifs. Donc, j'étais aide-soignant en soins palliatifs. Alors, j'aime bien dire que j'ai commencé par la fin, puisque mon travail, c'était de m'occuper des gens qui allaient mourir, de leur donner à manger, les essuyer, de faire de la toilette mortuaire. Donc, ouais, c'était assez fort humainement. Ensuite, j'ai été infirmier dans différents secteurs. Donc, ça m'a permis voilà, de voir aussi à l'hôpital les différents métiers. C'était une expérience assez riche d'être ainsi aide-soignant en soins palliatifs, parce que c'est vrai que là, c'est directement à un âge relativement jeune, hein, j'avais 19 ans, Ah oui. être balancé comme ça dans la misère humaine. Voilà, j'ai 53 ans, j'avais 19 ans, donc comme je dis, la misère humaine, la souffrance, la maladie, la mort, c'est quelque chose que je côtoie depuis 34 ans. Donc effectivement, j'ai passé plus de temps de vie à m'occuper de patients à ne pas m'en occuper. C'est beau de pouvoir aider les autres et s'en occuper. Donc ça a changé ta manière de voir un peu les choses, d'avoir commencé par là, d'avoir commencé par un moment fort et de comprendre à quel point en fait ce que tu peux faire dans la santé a un impact et permet aux gens de Bah, poursuivre leur vie dans oui, une en fait, mission. c'était assez intéressant parce que j'ai eu plein de vies comme ça, entre guillemets, au début de mes études. Je faisais aussi partie d'un groupe d'étudiants qui aimaient bien philosopher, donc j'avais aussi toute une part un peu, je dirais, spirituelle, entre guillemets. Je faisais aussi du bénévolat à la Croix-Rouge, hein, à partir de quel âge j'avais à peu près 22 ans. Je suis rentré à la Croix-Rouge comme secouriste bénévole. À 23 ans, j'ai passé la formation de moniteur de premier secours. Et donc, les premières choses que j'ai enseignées et transmises, et c'est là que j'ai vraiment pris le goût d'enseigner et de transmettre, c'était les premiers secours. Et c'est vrai que moi, j'aime bien raconter cette anecdote que il y a une de mes élèves qui a arrêté l'hémorragie d'une personne dans la rue qui est passée à travers une vitre. Et je lui avais enseigné comment arrêter les hémorragies juste la veille. Et à partir du moment où j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, ben, je peux arrêter l'enseignement. Finalement, indirectement, j'ai aidé à sauver une vie. Donc, bon, au-delà de cet aspect un peu rigolo, ce qui est chouette, c'est de se dire, comme je disais tout à l'heure, que l'enseignement, la transmission peut avoir un effet démultiplicateur. J'aime enseigner, j'aime transmettre. Et c'est pour ça que voilà, j'ai toujours plaisir à venir expliquer le biohacking, la longévité, mon parcours. Et puis, si je peux inspirer des personnes, tant mieux. Carrément, ça pourrait peut-être motiver quelques vocations. Bon, quoique en général les auditeurs là sont un peu âgés pour se lancer en médecine, Il est mais jamais sait-on trop jamais. tard, il est jamais trop tard. Petite anecdote personnelle, mon arrière-grand-père a eu un cancer à 67 ans, quelque chose comme ça. Il a eu un deuxième cancer à 71 ans Mhm. de mémoire. Et les médecins lui expliquaient pas concrètement ce qu'il avait, et ça l'a agacé. Il s'est lancé en médecine, il a réussi médecine, il est devenu médecin à plus de 80 ans.
Et on l'a embrouillé parce qu'il a pris une place d'un étudiant en jeune. Et ensuite, il a fait apposer la plaque de médecin chez lui, mais n'a jamais exercé. Hmm. Voilà. Bah, c'est vrai que toutes les professions sur la santé, ça attire énormément de personnes, hein. On, voilà, on sait très bien. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, hein, des coachs de santé, des naturaux, des homéopathes, ostéopathes, poilopathes, etc., naturopathes. Je ne rentre pas en tout cas là-dedans, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la santé, c'est quelque chose qui préoccupe énormément de personnes. Chacun après a sa vision. Bon, moi, j'ai une vision très, très médicale. Encore que je suis aussi très ouvert sur tout ce qui est santé naturelle, hein. Ma femme, qui est médecin généraliste, est également une passionnée de naturopathie et homéopathe de formation. Donc, je suis aussi un peu imbibé par tout ça. J'ai beaucoup de respect pour cette santé naturelle que je trouve vraiment hyper chouette aussi, qui rejoint d'ailleurs, apparemment, c'est peut-être un sujet dont on va parler, mais les compléments alimentaires, puisque c'est un gros sujet qui fait coller beaucoup d'entre et qui fait également beaucoup de posts LinkedIn parfois un petit peu étranges, on va dire, parce qu'on parle du LinkedIn. En tout cas, voilà, c'est intéressant aussi de pouvoir expliquer la réalité des choses et parfois remettre, je dirais, un petit peu de science dans des croyances et des choses un peu toutes faites. Super, très bien. Très bien pour ça, oui, il faut avoir une approche qui est quand même, on va dire, basée sur l'information parce qu'on a un impact sur les personnes. Pour revenir au biohacking, quand on parle biohacking, on pense souvent à des choses complexes. Et tu as commencé à définir le biohacking en repartant du coup de l'ADN et de la base. Maintenant, ce serait quoi pour toi les 3 hacks les plus simples pour une personne de 40 ans qui se laisse un petit peu aller pour optimiser sa santé? Ben, je dirais que pour le cerveau, le meilleur hack, c'est le sommeil. Le deuxième, c'est le sommeil. Et le troisième, c'est le sommeil, pour ce qui est du cerveau. Pour ce qui est du corps, j'aurais tendance à dire que, même si ça paraît un peu enfoncer des portes ouvertes, parce que c'est quelque chose dont il est souvent fait mention, c'est au maximum éviter le sucre raffiné. Pourquoi? Parce que le sucre raffiné, on en met trop, on en utilise trop, il y en a énormément dans l'alimentation, notamment les sucres cachés. Et finalement, il y a une explosion incroyable de ce que l'on appelle les maladies de civilisation. Et un des facteurs de risque de ces maladies de civilisation, c'est la résistance à l'insuline, c'est-à-dire le fait que notre corps n'arrive plus à traiter les quantités de sucre qu'on lui donne. Et à ce moment-là, c'est la porte ouverte au diabète, au syndrome métabolique et après à tout un tas de maladies chroniques. Il faut savoir qu'il y a quand même pas loin de 1 Français sur 2 de plus de 55 ans qui a une maladie chronique. Quand je dis maladie chronique, je dis diabète, cholestérol, hypertension, cancer. Donc une personne sur 2, c'est quand même énorme. Et un Français sur 2 qui est en surpoids, en obésité. Tout à fait. Et moins de 5% des Français qui font du sport une fois par semaine. Ça, les chiffres sont pas bons. Les chiffres sont absolument incroyables. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Effectivement, je pense que puisque tu m'as demandé 3 hacks, donc je t'ai dit le sommeil, le deuxième, l'arrêt du sucre. Et Je dirais effectivement, le dernier, c'est lutter contre la sédentarité, hein. On parle souvent de la sédentarité comme le nouveau tabagisme. Puisque finalement, heureusement, il y a de moins en moins de gens qui fument. Mais les gens sont de plus en plus sédentaires et finalement on se rend compte que la dangerosité de la sédentarité est presque plus importante que la dangerosité du tabac. Complètement. Et souvent on se dit, ça va, je fais du sport 3 fois par semaine, je suis pas sédentaire. Avec un travail où on reste assis toute la journée, bon. C'est un peu le problème. De toute façon, à la rigueur, il vaut mieux... bon, je vais pas noter de chiffres parce qu'après, avant, on parlait des 10 000 pas, après on a parlé des 7 000, etc. Mais je dis déjà, marcher ne serait-ce que 10 minutes tous les jours. 10 minutes, c'est rien en soi, hein. Et, alors, par exemple, en écoutant ton podcast, c'est une très très bonne idée d'occuper son temps. Mais marcher 10 minutes par jour, c'est rien. Je ne sais même pas ce que ça fait comme nombre de pas. Ça ne doit pas être grand-chose, mais au moins, c'est la régularité qui compte. En fait, je dirais 700 pas à peu près. Ouais, c'est pas BZF, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est... Le problème, c'est que quand on fait... voilà, on va à la salle et qu'on se déchire, mettons, 1 fois par semaine, on a l'impression qu'on a fait du sport, mais en fait, on s'est surtout fait du tort. Bon, après, l'idée, c'est autant que faire se peut. Moi, j'aime bien dire que dans un monde idéal, tu vas peut-être me corriger
dans tes capacités sportives. Mais je dis, dans un monde idéal, il faut faire en sorte sur la semaine de répartir un tiers muscu, un tiers cardio, un tiers mouvement, autant que possible, puisque tous ces trois éléments sont essentiels. La musculation, c'est essentiel parce qu'on sait très bien qu'un des gros problèmes du vieillissement, ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la diminution de la force musculaire. Donc, s'entraîner à la musculation, ça permet de lutter contre ça. On sait très bien aussi que le facteur de risque numéro 1 de décès de maladies chroniques, c'est les maladies cardiovasculaires. Or, le fait de faire, entre guillemets, du cardio, mais quand je dis cardio, ne serait-ce que la marche, c'est faire du cardio. Donc, on sait très bien que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans la prévention du risque cardiovasculaire. Et puis la mobilité, c'est important aussi parce qu'avec l'âge, on se raidit. Personnellement, je n'ai jamais été très très souple, mais là, c'est vrai que je devrais être un peu plus attentif à ce point. Mais bon, je suis un peu feignant, j'aime pas trop les exercices, mais je me suis mis depuis pas très longtemps au yoga. C'est avec vraiment, il a fallu que je me force, mais il faut avouer que ça fait quand même beaucoup de bien. Génial. Alors, pour ce qui est du sport et ma vision des choses chez les personnes que je peux accompagner, moi, ce que je recommande de manière simple pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, qui part de zéro, c'est de faire 3 séances de musculation sous forme de circuit training dans la semaine, ce qui nous permet de travailler donc, du renforcement musculaire, développement de la masse musculaire en hypertrophie, donc de lutter contre la sarcopénie. Et ça, c'est génial, c'est hyper important. Et les personnes se sentent tout de suite beaucoup mieux, plus de douleur de genoux, plus de douleur, on se sent beaucoup mieux. Et ensuite, on travaille aussi en circuit training, ce qui permet d'enchaîner les exercices, de faire accélérer le cœur. Et la différence avec du cardio lent, c'est que cardio lent, du coup, en fait, on parle de zone cardiovasculaire. Cardio lent, on sera plutôt en zone 2. Et là, on sera en zone 3, voire zone 4, ce qui est vraiment excellent pour le cœur. Et je préfère faire ça que d'avoir, disons, 2 séances musculation pure et 2 séances cardio pur, ce qui nous permet d'avoir 3 séances rapides. Ça dure 25 minutes dans la semaine. Ça se fait bien. Et ça, c'est la base. Et à côté de ça, de la marche, évidemment. et moi, c'est ce que j'essaie de faire avec chaque personne que j'accompagne, c'est augmenter un petit peu le nombre de pas. Mais disons que je veux quand même passer la barre des 5000 pas. En dessous de 5000 pas, ça fait quand même vraiment peu par jour. Donc on va viser, si la personne est à 4000, on va viser 5000. Si la personne est à 1000 pas par jour, on va viser les 5000. Là, je crois aussi, toi, tu fais beaucoup d'entraînement kettlebell. Oui, j'utilise pas mal la kettlebell aussi. C'est excellent sur le cardio. Et puis même au niveau mobilité, parce que tu vas me corriger si je me trompe, mais il y a beaucoup d'exercices où finalement on fait des mouvements aussi d'amplitude musculaire en charge et avec dynamisme. Et ça, c'est très, très bon également pour la mobilité. Complètement. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on travaille quasiment qu'en travail polyarticulaire. Alors, le travail polyarticulaire va être intéressant sur de la prise de muscle. Mais là, l'intérêt, c'est pour une personne qui ne veut pas passer beaucoup de temps à s'entraîner. On travaille plusieurs muscles à la fois, ça va plus vite. Et on travaille un petit peu tout le corps dans sa mobilité normale. On apprend à bien bouger son corps. Et derrière, on a plus de bénéfices que si on va juste à la salle, pousser un muscle sur une machine, ensuite une autre machine, etc. Oui, tout à fait. C'est de l'économie de temps, de toute façon. Le polyarticulaire, c'est beaucoup plus intéressant. Ça. 100% aligné là-dessus. Complètement, carrément. Maintenant, niveau biohacking, donc, je te suis complètement sur le sommeil, sur le sucre et sur le sport. Côté énergie, est-ce que tu aurais d'autres points un peu moins connus qui seraient intéressants? Donc évidemment, dormir. Et après, est-ce que tu aurais d'autres points que tu recommandes? Alors après, c'est assez amusant parce que je fais une petite digression, mais dans la clinique dans laquelle je travaille, on a un centre de fécondation in vitro. Et en fait, il y a quelques années, je discutais avec un confrère qui est un grand spécialiste de la fécondation in vitro et qui me disait que, à son avis, un des grands éléments qui expliquait l'infertilité, c'était la dysfonction des mitochondries des ovocytes. Alors, donc je vais traduire en termes clairs. Dans nos cellules, nous avons des espèces de petites usines à énergie qu'on appelle les mitochondries. Et donc, d'après lui, la dysfonction des mitochondries des ovocytes, donc des ovules, serait une des raisons qui pourrait expliquer les problèmes de stérilité. Et donc, à l'époque, je lui ai dit, écoute, ce que je te propose, c'est je vais fouiller un peu dans la littérature scientifique et je vais rechercher quels seraient les éléments relativement simples dans la routine qui permettent d'augmenter l'activité des mitochondries. Et donc, on a l'endurance fondamentale. Pardon ? L'endurance fondamentale. Non, il y avait pas mal de choses et c'était assez marrant. Et donc, on a créé ce qu'on appelait le protocole mitochondrie. Bon, c'est resté un peu comme ça
entre nous, on s'est dit, bah, tiens, on va tester un peu chez les patients. Donc, j'avais différentes routines. Par exemple, arrêter le sucre, ça booste les mitochondries. Faire du HIIT, ça booste les mitochondries. Prendre une douche froide, ça booste les mitochondries. Jeûner, ça booste les mitochondries. Donc, il y avait quand même ça, pas mal de choses. Et ce qui était intéressant, c'est que toutes les dames chez qui on a fait ce protocole se sentaient plus en énergie. Donc déjà, ça c'est plutôt pas mal. Donc après, on avait quand même un effet au niveau des mitochondries. Il y a eu des grossesses. Alors après, c'était un trop petit échantillon Pour que ce soit valable. Pour se dire, voilà, donc on n'a pas fait d'études précises scientifiques. Mais donc, c'était vraiment intéressant ce côté où les dames disaient qu'elles avaient minci et qu'elles avaient eu plus d'énergie. Et leur conjoint qui avait suivi le même protocole avait également minci et trouvé plus d'énergie. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses dans notre mode de vie qui peuvent augmenter l'activité de nos mitochondries. Après, il y a aussi des compléments alimentaires qui peuvent aider la mitochondrie. Il y a les compléments alimentaires les plus simples, type vitamine D, type magnésium. Après, on a je dirais le step un peu au-dessus en restant des choses simples, la créatine. Et puis après, en allant encore un petit peu plus loin, on va trouver par exemple la carnitine, on va trouver le coenzyme Q10, le PQQ. Bon, après, je ne vais pas faire la liste de tous les compléments alimentaires, mais en tout cas, beaucoup de compléments alimentaires ont une action sur la mitochondrie. Génial. Pour les mitochondries, j'en parle à chaque fois que je parle d'endurance fondamentale, c'est pour ça. Parce que souvent on me demande en course à pied comment progresser, qu'est-ce qu'il faut faire. Et je dis l'endurance fondamentale, ça va vous faire développer plus de mitochondries, donc meilleure oxygénation, les cycles de Krebs, etc. Voilà. Et j'en parle toujours à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour la grossesse, je parle peu de grossesse, donc dans ces moments, je n'en parle pas. Maintenant, c'est super intéressant de savoir que ça peut avoir un impact. Et évidemment, c'est logique qu'un mode de vie sain permette d'avoir plus d'enfants, mais encore faut-il pouvoir le démontrer. Et je trouverais ça génial de pouvoir faire une étude qui soit publiée derrière. Ouais, on avait un trop petit échantillon. Mais alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai vu passer un papier scientifique qui effectivement parlait des liens entre l'hypofertilité et les mitochondries des ovocytes. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ce collègue avait eu l'idée ou l'intuition, ou peut-être qu'il l'avait lu par ailleurs, mais en tout cas, effectivement, c'est quelque chose qui a été démontré. Alors, je trouverais ça super, justement, qu'il y ait une étude à grande échelle sur le sujet. Voilà, je lance une bouteille à la mer, si par hasard, il y a une équipe de scientifiques qui t'écoute et qui serait intéressée à mener cette étude. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment intéressant de se dire que la mitochondrie, c'est un élément extrêmement important. On va juste faire effectivement un petit point là sur la mitochondrie. Dans les cellules, il y a différents systèmes cellulaires. Il y a par exemple le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, tout ça, c'est des choses qui vont fabriquer des protéines. Il y a le noyau dans lequel il y a l'ADN. Il y a le cytosol qui est un petit peu dans l'espèce de soupe dans lequel baigne tout ça. Il y a la paroi cellulaire qui permet également aux cellules de communiquer entre elles. Et également, il y a cette fameuse mitochondrie. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle vieillissement, il y a 12 facteurs qui expliquent le vieillissement. Du moins, il y a 12 facteurs moléculaires et cellulaires qui ont été trouvés par Lopez-Ottin. C'est une étude qui date de 2023 et qui a répertorié les 12 marqueurs du vieillissement, les 12 marqueurs biologiques, on les appelle les hallmarks of aging. Et parmi ces marqueurs, il y a effectivement la mitochondrie. On sait que la dysfonction mitochondriale est un facteur de vieillissement. Après, il y en a d'autres, hein, comme mTOR, MPK, enfin, qui sont des systèmes... Ça aussi, j'en parle en musculation. C'est pour ça que je me doute bien que tu allais en parler, donc je me permettais de parler de mTOR et de MPK. Mais donc voilà, il y a différents systèmes qui expliquent au niveau cellulaire et moléculaire le vieillissement. C'est vrai que la mitochondrie, voilà, moi je suis un grand fan de la mitochondrie, donc c'est pour ça que forcément à un moment ou à un autre, je finis par en parler. Génial. Est-ce que tu as des tableaux chez toi de mitochondrie? Alors non, mais ça me rappelle à chaque fois ma première année de médecine. J'ai tellement aimé ma première année de médecine que je l'ai faite 2 fois parce que vraiment je trouvais que c'était trop intéressant. Et donc je m'étais tapé tout l'apprentissage de toutes les molécules du cycle de Krebs. Et donc c'est pour ça que ça reste un souvenir assez mémorable parce que non seulement ça m'intéresse, mais en plus ça me rappelle un moment que j'avais adoré parce que c'est vrai que la première année de médecine c'est extrêmement complexe et ça sabre tant les étudiants que leur morale, mais c'était fascinant en tout cas. Génial. Sur ça top. Bon, médecine, j'aurais eu du mal. Moi, le par cœur, j'ai été en prépa, donc j'ai eu l'occasion de pas mal bosser et pas mal apprendre de choses. Non, mais c'est marrant parce qu'il y a encore des trucs dont je me souviens que j'ai appris en première année de médecine, hein, des systèmes mnémotechniques.
le développement embryonnaire du cerveau de l'amphibien, par exemple. Des choses super intéressantes. Mais peu utile Ça au sert à quotidien. Maintenant, côté compléments alimentaires, donc tu nous en as pas mal parlé. Mhm. Ce serait quoi les compléments alimentaires les plus utiles selon toi? Ouais, alors c'est difficile de répondre à ça parce que déjà, d'une manière générale, qui dit complément alimentaire dit complément alimentaire. Ça paraît être j'enfonce des portes ouvertes, mais Prenons une personne normale qui a une complément, ça veut dire qu'en alimentation. fait, c'est censé apporter ce que l'alimentation n'apporte pas. Donc, en général, les trois qu'on cite tout le temps, parce que finalement, c'est ceux que tout le monde cite, donc on les cite forcément, c'est oméga 3, vitamine D, magnésium. Voilà, tout le monde cite ça. En arguant du fait que les oméga 3, on n'en prend pas assez, qu'on prend trop d'oméga 6, qu'il y a un rapport oméga 3, oméga 6 qui est déséquilibré, etc. Bon, on nous explique que les oméga 6 sont inflammatoires, les oméga 3 sont anti-inflammatoires, donc il y aurait un déséquilibre. Bon, voilà, c'est l'argumentaire qui est classiquement donné. En pratique, est-ce qu'il y a vraiment besoin de prendre des compléments alimentaires d'oméga 3 ? Il suffit de prendre 2-3 fois par semaine une boîte de sardines à l'huile et puis on a une bonne dose d'oméga 3. Le magnésium, c'est vrai que le magnésium, beaucoup de personnes sont carencées en magnésium, surtout que on dit souvent que le stress consomme le magnésium, donc on devrait se supplémenter. Effectivement, moi quand je fais des prises de sang à des patients, la carence en magnésium, je la retrouve assez régulièrement. Maintenant, est-ce que la carence en magnésium retrouvée sur une prise de sang est réellement significative ? On peut se poser la question, mais au-delà de ça, le meilleur signe, c'est de se dire que quand on a du stress, et surtout quand on a ce qu'on appelle des fasciculations, c'est-à-dire par exemple la paupière qui gigote ou des muscles qui ont tendance à frétiller un petit peu comme ça signe en général une carence en magnésium. Donc ça, c'est intéressant d'en prendre en sachant que, a priori, prendre du magnésium alors qu'on n'est pas en carence, je ne pense pas que ce soit spécialement dangereux parce qu'avant d'arriver à des doses toxiques, il faut vraiment en prendre beaucoup. Et la vitamine D, alors la vitamine D, on dit aussi qu'on est tous carencés en vitamine D. En hiver. Alors oui, c'est vrai, mais en même temps, pas sûr. Effectivement, là encore, quand je donne de la vitamine D chez les personnes, on ne trouve pas forcément autant de carences qu'on pourrait le croire. Et il y a une publication assez récente de la Société internationale d'endocrinologie qui s'est penchée sur la question, qui a remis un petit peu les éléments au goût du jour. Alors là encore, est-ce que c'est toxique de prendre de la vitamine D si on n'est pas carencé ? Pas vraiment, sauf au-delà d'un certain seuil. Il faut quand même savoir que, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Paracels qui disait c'est le poison qui fait la dose. Pardon, c'est la dose qui fait le poison. Oui. On devrait couper ça au montage. On va le garder, au contraire, c'est même plutôt drôle. Donc c'est la dose qui fait le poison. Et effectivement, être carencé en vitamine D, c'est pas bien, mais prendre trop de vitamine D, c'est pas bien. Par exemple, il y a des gens qui prennent du foie de morue. Riche en vitamine A. Ouais, mais le problème, c'est que le foie de morue, c'est trop riche en vitamine A. Il ne faut pas prendre plus d'une fois par semaine de la vitamine A. Donc c'est pour ça. Et c'est vrai que je pensais aussi à une vidéo que j'ai vue récemment. Je ne suis pas là pour forcément faire le debunk, et puis je n'ai pas la prétention de débunker les diverses vidéos qu'on peut voir sur Internet, mais j'ai vu dernièrement quelqu'un qui vantait les mérites du foie, disant que c'était cool de manger du foie un peu tout le temps. Non, le foie c'est super, mais c'est limite trop riche, c'est limite trop plein de vitamines, et on peut se retrouver en excès. Donc c'est pour ça que si on accepte l'idée qu'on peut se retrouver en excès en mangeant trop de foie de morue ou trop de foie de bœuf, on peut aussi accepter l'idée qu'on peut se retrouver en excès si on prend des compléments alimentaires dans tous les sens. Donc, pour reprendre, a priori, vitamine D, oméga 3, magnésium, mais avec les bonnes doses. Les bonnes doses et puis les précautions que j'ai citées. Après, c'est vrai que quand on me dit quel est le meilleur complément alimentaire, moi, je pense que le meilleur complément alimentaire, pour moi, c'est la créatine. Parce que qu'on soit sportif, c'est bien, qu'on soit pas sportif, c'est bien, qu'on soit vieux avec un début d'Alzheimer, c'est bien. Donc, la créatine, on sait très bien que c'est un booster mitochondrial, donc ça, c'est super. Il n'y a pas, à ma connaissance, de risque d'en prendre trop. C'est-à-dire, je ne vois personne qui va s'amuser à se prendre un pot entier de créatine, ou peut-être le sniffer, mais je ne vois pas bien l'intérêt. Globalement, la dose, c'est 3 à 5 grammes par jour. J'ai lu des choses intéressantes qui parlaient de dose de charge, on pouvait monter à 20 grammes. Notamment, par exemple, les lendemains de nuit, on n'aurait pas bien dormi. Il semblerait que prendre une grosse dose de créatine, ça puisse
à peu près compenser. Enfin voilà, donc la créatine, super. Après, on peut citer plein de compléments alimentaires, mais l'idée, c'est Qu'est-ce de que tu prends, prendre... toi? alors, qu'est-ce que je prends, moi? Moi, je prends beaucoup de choses, hein. Je ne suis pas forcément un très, très bon exemple. Alors, en ce moment, parce que je me fais différentes cures, en ce moment, donc bien évidemment, alors magnésium, j'en prends en l'occurrence parce que je sais que j'étais carencé. Euh, je prends carnitine, je prends de l'astaxanthine, de la N-acétylcystéine, de la glycine, de la triméthylglycine, de la choline et un complexe multivitaminique qui est chouette parce que justement il n'est pas trop dosé. Il permet juste de compenser les carences de l'alimentation. Donc je ne vais pas dire parce que je ne peux pas citer la marque, mais en tout cas voilà ce que je prends pour l'instant. Ok, super. Moi, par rapport aux compléments alimentaires, ma vision, c'est que on va manquer dans notre alimentation de pas mal de choses. Il y a des points qui vont être compliqués à les compléter. Oméga 3, on peut. Moi, ce que je dis aux personnes qui me demandent, c'est si tu en manges, bon, moi, je dis un peu plus, mais je dis 4-5 fois des sardines en boîte dans la semaine à l'huile d'olive, pour que ce soit un peu plus Mm. qualitatif, c'est OK. Et je dis, pareil, si tu manges des petits poissons gras dans un jour, tu prends pas tes gélules le soir pour équilibrer. Ensuite, vitamine D, je la recommande en hiver. Magnésium, je le recommande. Et magnésium, en fait, ma vision, c'est que euh, avoir avoir une bonne dose de magnésium naturellement est relativement compliqué parce qu'on a Ça, pas c'est mal vrai. de voies d'assimilation avec des Ça, formes de c'est vrai. magnésium très diverses. Mm. Et donc, il faudrait manger un peu d'épinards, un peu d'amandes, un peu Mm. de tout, en fait, pour être sûr d'être au bon dosage. Donc, j'ai tendance à pas mal recommander le magnésium. Après, il y a aussi le zinc qui peut être un petit peu dans ce cas-là. Créatine, évidemment, à tout le Mm. monde. Collagène, en général, je le recommande soit aux personnes qui font pas mal de sport, Mm. soit aux personnes de plus de 40-50 ans pour l'élasticité de la peau, les tendons, Moi, ligaments. je ne le recommande plus le collagène, hein. Ah oui, Depuis la dernière revue de la littérature qui dit que, qu'il est peu assimilé, qu'il n'y bon, a rien qui... que manifestement, d'après cette étude, alors, là encore, toujours le problème, c'est que, bon, moi, je suis un pur produit de la médecine Mm. scientifique, je dirais. Donc, moi, j'ai toujours le réflexe de regarder dans les sources médicales, notamment PubMed, hein, qui, je dirais, est ma Bible depuis que je suis jeune étudiant. Donc, en l'occurrence, voilà, moi, j'étais très, très pro collagène avant. J'ai même posté des choses sur le collagène. Et c'est vrai que, bon, dernièrement, il y a quand même cette revue de la littérature qui semble remettre en cause l'intérêt du collagène. Alors, c'est assez intéressant parce que j'ai été orateur dans un congrès médical il y a moins d'un mois. Et il y avait un laboratoire qui vantait les mérites du collagène en médecine esthétique. Et quand je leur ai montré la dernière étude sortie, ils Ouais. étaient un peu embêtés en fait. Ils étaient un peu embêtés parce que eux, ils me parlaient d'études plus anciennes en disant ouais, regardez. Et en fait, l'étude la plus récente, il y avait un échantillon beaucoup plus important. C'était une méta-analyse sur beaucoup plus de personnes. Et voilà. Donc le collagène, je suis assez circonspect. Ça fait pas de mal d'en prendre, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que si on veut vraiment prendre du collagène, autant prendre du bouillon d'os et puis aller chez le boucher et puis prendre de l'os à moelle et puis se faire un bouillon d'os, hein. Pourquoi pas? Ou alors quand on prend, par exemple, on va chez le charcutier et qu'on prend un plat avec de la gelée. La gelée que souvent on enlève parce qu'on a l'impression que c'est dégueulasse, c'est du collagène, hein. Donc le collagène, en fait, c'est quelque chose qu'on trouve facilement dans l'alimentation. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on ne le retrouve pas facilement parce que c'est pas des choses qu'on consomme, mais c'est des produits un peu exotiques, on va dire, mais Ouais, qui se trouvent partout en France. ben, je sais pas, par exemple, tu prends, alors je dis pas que forcément c'est ce qu'il faut prendre, mais tu prends du pâté en croûte, t'as du collagène, Ouais. quoi. Donc ouais, le collagène, bon, je suis un peu, je sais pas trop. Maintenant, comme je dis toujours, moi, je suis les études, hein. Donc j'assume totalement le fait d'être une girouette. C'est-à-dire que avant, je te disais oui au collagène. Maintenant, je te dis C'est non. normal. Si ça se trouve, dans 2 mois, il y a une nouvelle étude qui va dire qu'en fait, voilà. Ben, c'est comme ça. Moi, je prends un petit peu l'exemple d'un médicament antidiabétique qui s'appelle la metformine. La metformine, c'est un médicament antidiabétique qui, semble-t-il, a des vertus anti-âge et anti-cancer. Bon.
quand j'ai passé mon diplôme de médecine anti-âge, on nous disait ah, la metformine, c'est extraordinaire, on va tous être sous metformine. Alors évidemment, comme tout le monde, je me suis mis sous metformine. Ensuite, il y a eu des études qui disaient ouais, mais en fait, c'est pas sûr, donc j'ai arrêté de me mettre sous metformine. Là, actuellement, on nous redit que finalement c'est bien, donc je me suis remis sous metformine. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, je dis juste, voilà, je donne mon expérience propre. Et actuellement, en fait, il y a une grosse étude qui s'appelle l'étude TAME qui va vraiment étudier l'intérêt de la metformine en longévité. Pour l'instant, on ne sait pas encore le résultat de cette étude. Voilà, est-ce que, au terme de cette étude, est-ce que je vais poursuivre ou non la metformine? Je ne sais pas. Il y a d'autres médicaments antidiabétiques, comme par exemple la carbose, qui semble-t-il, ou Jardiance aussi, qui semble-t-il ont des effets anti-âge et anti-cancer, mais on n'est pas encore complètement sûr. Donc toute cette science, finalement, on a un peu passé des compléments alimentaires aux médicaments, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un petit peu la même logique, c'est-à-dire que autant les médicaments qui soignent, ça c'est super clair, c'est super net, voilà, je sais pas, t'as une angine, tu prends tel antibiotique, bon ça au moins c'est clair, c'est carré, etc. Autant dans ce qui est de la médecine préventive ou de la longévité, voilà, on ne sait pas trop, on suit un peu les études, on suit les tendances. Il y a un médicament qui excite beaucoup les gens dans la longévité, c'est la rapamycine. La rapamycine, c'est un médicament anti-rejet qu'on donne aux gens qui ont une greffe. Mais il semblerait que la rapamycine, ce soit peut-être l'un des meilleurs médicaments de longévité. Alors si on associe en plus la rapamycine à l'acarbose, voire le Jardiance, on a des effets qui sont synergiques. En tout cas, ça fait rajeunir des souris. Alors on se dit, est-ce que ça va faire rajeunir l'homme? On ne sait pas. Rendez-vous dans quelques années, une fois qu'on aura fait des recherches. Sur ça, je comprends totalement que tu changes d'avis et c'est normal quand on se base sur des études. Moi, je me basais beaucoup sur les études avant. Aujourd'hui, j'ai plus une logique d'approche naturelle. Après, on a des compléments sur lesquels c'est facile. La créatine, voilà, Il y a on tellement le dit d'études souvent, là-dessus que... c'est le complément le plus étudié, tout ça. Il y a encore des Clairement. gens qui hésitent un petit peu. Bon, la créatine, aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 2000 études validées Ouais. qui sont bien valides, tout est carré, qui nous permettent de dire que c'est bon. Il y a encore des personnes qui arrivent à dire « Ah, mais on n'a pas étudié la créatine sur 5 ans. » Bon, voilà, on n'a pas étudié la créatine non plus sur 20 ans de prise d'affilée. Alors, Ça va en être un fait, petit peu long à faire. c'est compliqué parfois les études. Il y avait quelque chose qui était assez... je fais un peu encore une digression, mais c'est juste pour faire comprendre l'idée des études. Par exemple, quand il a fallu déterminer si c'était bien ou pas de mettre l'adrénaline dans un arrêt cardiaque, c'est compliqué parce que pour savoir quelle dose mettre quand on veut injecter l'adrénaline lors d'un arrêt cardiaque, d'une manière théorique, pour faire une étude bien conduite, il faut avoir le consentement du patient. Bon, c'est un petit peu compliqué de demander le consentement d'une personne en arrêt cardiaque, donc il a bien fallu faire des essais, des doses, etc. et faire des tests avec des modalités d'études qui n'étaient peut-être pas complètement parfaites. Donc finalement, arriver à prouver quelque chose... Là, tu as pris le cas quand même. J'ai pris le cas extrême, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez compliqué. Mais c'est qu'il y a toujours tellement de facteurs, c'est hyper difficile d'aller isoler. En fait, et c'est toujours statistique. Je dirais que les études les plus pourries, c'est ce qu'on appelle les case reports. C'est-à-dire, on a fait quelque chose chez un patient, ça a marché, donc ça marche chez tout le monde. Non, ça ne marche pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un case report. Petite parenthèse, par exemple, j'aime beaucoup ce que fait Brian Johnson, mais les gens qui disent Brian Johnson fait ça, donc ça marche. Non, Brian Johnson, c'est un case report. Ça ne veut pas dire que ce qu'il fait n'est pas bien, mais en tout cas, on ne peut pas dire chez lui ça marche, donc ça marche. Donc ça, c'est le type d'études les plus merdiques. Le gold standard des études, c'est la méta-analyse avec des études randomisées en double aveugle. Donc là, on va vraiment très très loin. Mais il y a une anecdote qui est très marrante. C'est une fois, il y a une étude qui a été proposée au British Medical Journal. Et en fait, cette étude a été refusée par la revue parce qu'elle ne respectait pas les règles du randomisé en double aveugle. Donc les auteurs de l'étude ont été un petit peu énervés. Ils se sont dit, tiens, on va proposer une étude. C'est l'intérêt du parachute dans la prévention du polytraumatisme quand on saute d'un avion. En disant, voilà, si on veut faire vraiment une étude scientifique, il faut tirer au sort les gens qui auront un parachute ou pas de parachute, qui acceptent de sauter d'un avion et de voir si le parachute est utile ou pas. Bon, au-delà de ce côté un peu caricatural, tu le disais aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on ne peut prouver,
il y a des choses qu'on n'arrive pas à prouver, mais qui semblent intuitives. Et puis il y a finalement aussi toute l'expérience qu'on peut avoir au cours de ces années de recherche ou de travail. Complètement. Mais après, sur ça, c'est toujours compliqué. Et de toute façon, les choses continueront encore et encore d'évoluer. Et c'est Bien sûr. important d'accepter de changer de point de vue. Maintenant, tu parles aussi beaucoup d'inflammation. Donc, à Mhm. côté du biohacking, tu as notamment écrit un livre sur Oui, l'inflammation qui est enfin, sur très l'immunité. clair, très Ouais. complet. Et tu dis souvent que l'inflammation, c'est un des grands mots Mhm. pour la santé. Mhm. Par rapport à l'inflammation, en quoi est-ce que c'est quelque chose qui détruit une Ouais. personne à petit feu? Alors c'est intéressant parce qu'en fait, il y a deux types d'inflammation. Pour être très schématique, il y a l'inflammation aiguë, qui est finalement la réaction de notre corps face à une agression. Quand il y a un corps étranger qui va dans notre corps, il va y avoir un phénomène d'inflammation qui va avoir différents signes. Et cette inflammation, c'est une inflammation aiguë avec la mise en action de différentes cellules, des globules blancs notamment, qui envoient des substances pour aller détruire ce corps étranger. Mais en même temps, finalement, cette inflammation locale, elle est utile, mais elle peut être douloureuse. Je veux dire, quand par exemple, on se fait piquer par une guêpe, il y a le venin, bien sûr, mais il y a aussi toute l'inflammation qui va provoquer de la douleur, de la chaleur. Hein. Euh, toute cette réaction locale, elle est faite pour détruire ce corps étranger. Et ça, c'est très bien. Par contre, le problème, c'est quand l'inflammation devient chronique, quand on a finalement une agression chronique, notre corps réagit de manière chronique, et finalement, le fait d'être tout le temps dans cette espèce d'état inflammatoire, ça peut avoir des dégâts. On sait très bien que une inflammation digestive dite de Bas-Grade, c'est une inflammation chronique digestive, ça peut donner des troubles articulaires, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de substances inflammatoires qui sont fabriquées au niveau du tube digestif qui vont aller gagner la circulation générale et qui vont aller attaquer des zones relativement fragiles comme les articulations. Donc voilà, cette inflammation, c'est quelque chose qui peut être délétère. Quand on voit par exemple le Covid, quand on dit qu'il y a des gens qui mouraient du Covid, c'est pas vrai, les gens ils mouraient pas du Covid. Les gens ils mouraient d'une réaction excessive de leur corps face au Covid. Comme je disais, quand on est piqué par exemple par une abeille ou qu'on se prend une aiguille, qu'on se pique le doigt dans une rose, on a un gonflement. Bon, imagine que si tu as des virus au niveau de tes alvéoles pulmonaires elles vont réagir quelque part en gonflant, en créant une espèce d'œdème. Eh bien, c'est ça, que cet œdème empêchait l'oxygène de passer. Et c'est ce qui a fait qu'il y a des gens qui mouraient du Covid. Mais ce n'est pas le Covid qui tuait, c'est plutôt une réaction excessive de l'organisme. Super. Et quand on parle d'inflammation digestive, d'inflammation Chronique de Bas-Grade, oui. chronique, là, c'est quoi le danger? Qu'est-ce qui se passe en très bref? Bah, en fait, très bref, quand on prend des aliments qui ne nous conviennent pas, on peut ce qu'on peut avoir, enfin ce qu'on appelle un leaky gut syndrome de l'intestin poreux. En fait, l'intestin est constitué de cellules qui sont très très proches les unes des autres, suffisamment proches pour protéger l'organisme des corps étrangers qu'on pourrait manger, suffisamment éloignées pour pouvoir permettre le passage des molécules que l'on veut assimiler. Bon, à partir du moment où on a une inflammation digestive, notre intestin va devenir ce que l'on appelle poreux, c'est-à-dire que les zones de jonction entre ces cellules ne vont plus être aussi étanches et ça va laisser passer des éléments du tube digestif dans la circulation sanguine et des éléments qui ne devraient pas y être. Et donc, ça provoque cette inflammation. Ok. Comment est-ce qu'on détecte une inflammation? Comment est-ce qu'on s'en rend compte? Alors, on s'en rend compte, tu veux dire avant que ce soit trop tard, mais non, Donc il y a la prise de sang qui alors va la nous prise de permettre sang, de donc, mesurer différents notamment indicateurs. la CRP, hein, la C-réactive protéine, surtout la CRP ultrasensible, hein, mais la CRP ultrasensible, c'est un très très bon examen, mais c'est un examen qui est ce qu'on appelle très sensible et pas tellement spécifique, c'est-à-dire que la CRP ultrasensible, elle va augmenter dans plein de circonstances, mais justement dans entre guillemets trop de circonstances, c'est-à-dire qu'elle est très sensible, on peut la trouver beaucoup, mais quand on a une CRP augmentée, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, il faut analyser tout le reste du bilan. C'est pour ça que bon, c'est un peu compliqué quand on parle de bilan parce que beaucoup de personnes fantasment l'idée de se dire que les bilans c'est génial et que ça dit tout. Ben non, les bilans c'est quelque chose qu'il faut analyser
déjà pas isolément, mais avec tous les autres paramètres et également avec toute l'histoire clinique de la personne. Donc les choses sont pas aussi Oui, simples. c'est un outil qui vient Tout à fait. compléter. C'est pas aussi simple et binaire. C'est juste un faisceau d'arguments. Donc effectivement, il y a ce problème euh, par le bilan. Après, ça peut aussi donner des problèmes de peau, comme je le disais, des problèmes articulaires. Donc il y a plein de choses qui peuvent montrer une inflammation. Après, il semblerait aussi qu'une inflammation de base digestive, une inflammation de bas grade, puisse même aller provoquer une neuroinflammation. Voilà, on dit parfois que ça peut provoquer comme une espèce de brouillard mental ou parfois éventuellement des troubles d'attention. Ok, donc c'est une inflammation qui va avoir un impact global sur le corps et qui petit à petit va faire qu'on n'est pas bien. Voilà, on n'est pas bien. J'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui me parlent de fatigue, qui ont des troubles digestifs, tout ça, et dans beaucoup de cas, on a des soucis d'inflammation. Tu dirais que pour des personnes de plus de 40 ans, c'est quel pourcentage Waouh. ça concerne combien de personnes C'est compliqué à dire. En fait, le problème, c'est que comme on a très souvent une alimentation qui est un peu décorrélée de nos besoins, il y a beaucoup de personnes qui ont une inflammation digestive. Après, bien sûr, on peut faire des investigations. Maintenant, moi, je pense qu'il faut toujours garder je dirais, le bon sens paysan. C'est-à-dire que quand on mange quelque chose, moi, j'aime bien demander comment vous vous sentez au bout d'une heure, comment vous vous sentez au bout de 2 heures, comment vous vous sentez au bout de 4 heures. Si quelqu'un dit, voilà, moi, quand n'importe quoi, quand je mange des brocolis, après, j'ai le ventre qui gargouille, j'ai mal au ventre et 3 heures après, je suis aux toilettes. Bon, j'ai envie de dire, arrête les brocolis, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses compliquées. D'une manière générale, à partir du moment où on a cette inflammation digestive, souvent, ça entraîne, je suis désolé, je vais être un peu cru, mais quand on a le caca qui colle à la cuvette des WC, c'est qu'a priori, on a une inflammation digestive. Donc, c'est comme ça que j'ai compris que j'étais intolérant au lactose. c'est comme ça que j'ai compris que j'étais aussi intolérant au lactose. Je buvais énormément de lait quand j'étais adolescent et il y a un moment où ça marchait plus, quoi. Voilà, moi c'est pareil. Mon grand plaisir depuis que je suis petit, c'était mon verre chocolaté avec du Nesquik. Désolé, je cite une marque, mais puis au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc bizarre, c'est qu'après j'allais pas bien et j'ai mis longtemps à faire le lien en fait. Je faisais la même chose avec du Nesquik, enfin le lait froid, et je faisais des petites boules de Nesquik que je mangeais à la cuillère comme ça. Ça c'est le bon vieux temps ça. Et aujourd'hui, je ne le fais plus du tout. Il faudrait que je le fasse avec du lait d'amande, mais par contre, le Nesquik, j'ai banni ça. Le Nesquik, il y a un peu trop de sucre dedans. Voilà. Mais c'était bon. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Et là, on pourrait faire une petite statistique comme quoi le Nesquik fait devenir chauve. Je sais pas si c'est vraiment probant. C'est bon ça. Oui, alors ça c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle dans les études les biais, mais c'est intéressant. Maintenant, par rapport à la longévité, donc toi aujourd'hui, tu travailles énormément dans la longévité. On a commencé par ça. C'est quoi pour toi aujourd'hui les leviers scientifiques les plus prometteurs pour une personne de plus de 40-50 ans qu'elle va pouvoir facilement mettre en place? Alors, on a parlé de l'alimentation, tout à fait. Alimentation, du sport, sommeil. du sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres points? La gestion mentale, gestion du stress. Ouais. Mais pas que la gestion du stress. Donc, il a été montré que le stress, ça accélérait le vieillissement. Ça, c'est un sujet qui m'a passionné puisque j'ai fait mon diplôme de mémoire, mon mémoire de diplôme universitaire sur le sujet des conséquences du stress psychologique sur le vieillissement. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais au-delà du fait de gérer son stress, il y a aussi tout l'aspect optimisme. Il a aussi été montré que l'optimisme, ça pouvait aider à rallonger la vie. De même, le fait d'avoir des objectifs de vie. Le fait également d'avoir des liens sociaux. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est trop mis de côté. Tout le monde dit, OK, il faut dormir, il faut bien manger, il faut faire du sport, faire attention à son sommeil. On a tous l'impression que, voilà. Ouais, mais si on fait ça tout seul dans son coin, c'est pas terrible. Je pense, ça c'est un peu intuitif, mais je pense que on connaît tous des gens qui mangent n'importe quoi, qui bougent pas, qui ont un sommeil déglingué, mais qui sont des gens super géniaux, avec vraiment un aspect jovial et qui ont énormément d'amis et qui ont finalement une vie qui est pas si mal que ça. Quand on regarde, même si c'est le cas est un peu extrême, mais Jeanne Calment, elle n'a jamais pris de complément alimentaire. Elle faisait un peu de sport dans sa jeunesse, mais comme ci, comme ça. Le sommeil, on n'a jamais dit qu'elle avait un sommeil extraordinaire. Elle fumait jusqu'à la fin de ses jours quasiment. Elle buvait du pinard jusqu'à la fin de ses jours quasiment.
Bon, certes, elle avait une très bonne génétique, hein, Jeanne Calment. Mais voilà, elle n'a jamais pris de metformine ou de rapamycine. Hein. Mais par contre, c'était manifestement quelqu'un de très, très joyeux, très optimiste. Il y a une étude qui a été faite chez des nonnes, la fameuse Nun Study, qui a vraiment montré que l'optimisme rallongeait la durée de vie. Donc voilà, je pense que l'aspect mental est un facteur un peu oublié, un peu mis de côté. On a perdu beaucoup le fait des contacts humains, parce qu'on met souvent en avant, quand on parle de longévité, les fameuses zones bleues, ces fameuses zones au niveau de la Terre, où il y a une longévité plus augmentée que la moyenne. Et en fait, il faut voir que dans ces zones bleues, certes, c'est des zones où ils mangent bien, ils font du sport, machin, tout ça, etc. Ils ne font même pas du sport, mais ils font de l'activité physique, mais ils vivent effectivement en tribu. Hein. Moi, il y a quand même un exemple qui m'impressionne, c'est une communauté d'anabaptistes aux États-Unis, donc des gens qui sont unis par leur communauté et leur foi. Bon, je ne suis pas là pour parler de la foi elle-même, mais en tout cas, il a été montré qu'avoir une certaine foi, c'était bon pour la santé. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Comment il s'appelle un salon de neurologue, ça y est. Pourtant, je vois très bien. Ouais, on devrait couper au montage parce que je devrais pas l'oublier, ce pauvre. Voilà, Charcot. Charcot, éminent neurologue du 19e siècle, avait écrit un livre qui s'appelait La foi qui guérit. Donc, le fait d'avoir une foi, une spiritualité, un but dans la vie, c'est quelque chose qui est super dans la longévité. Donc vraiment, je vais vraiment insister là-dessus, parce que justement, je sais que toi, tu es plutôt sport-nutrition, et je me dis, on va s'extraire justement du sport-nutrition pour aller dans des choses un peu plus, je dirais, spirituelles. Et comme ton podcast s'appelle Corps et Conscience, je pense que mes mots sont tout à fait adaptés au nom du podcast. Alors, mon premier pilier, c'est le mental. Bah voilà. Toujours ce que je dis, on part du mental. En fait, trop souvent, je vois des personnes qui veulent juste changer leur physique, leur corps, tout ça, qui veulent faire un petit peu de sport, changer leur alimentation. Mais le premier point, à chaque fois, c'est quoi ton objectif ? Bien sûr. Tu veux aller où dans 6 mois ? Pourquoi ? Bien sûr. Pourquoi ça compte pour toi ? Bien Et on sûr. part de là. Parce qu'en fait, sinon, on ne sait pas où est-ce qu'on avance. Et c'est hyper important de travailler sur tous ces points. Et là, tout ce que tu as... Tous les points que tu as donnés, ça me rappelle un peu mes cours d'économie sociaux, notamment avec le suicide d'Émile Durkheim, dans lequel il énumère tous les points en fait, qui poussent les gens à sauter la vie. Et le point crucial, c'est la perte de liens sociaux. Et en fait, aujourd'hui, on est dans le monde occidental, on est dans des sociétés dans lesquelles il y a beaucoup de tensions sociales, très peu de liens, les liens familiaux sont brisés, et ça pousse à pas être en forme, pas être en bonne santé, donc c'est compliqué. Donc avoir des amis proches, c'est important. Faire attention à sa santé, c'est important. Et merci d'avoir soulevé ce point-là qui est évidemment super important pour pouvoir être bien. Et j'adore la manière dont tu le nommes, l'optimisme. Souvent, je parle de gaieté, de bonheur. Et l'optimisme, je trouve ça très bien parce que ça rassemble un petit peu le côté objectif, le côté réussite et en même temps le côté joie de vivre dans ce qu'on fait. Exactement. C'est j'y vais. Quels que soient les... Alors, il y a ce terme, bon là, on quitte un peu encore le sujet, mais il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'équanimité. L'équanimité, ça veut dire... Équanimité. Ouais, okay. L'équanimité, c'est-à-dire arriver à être complètement, entre guillemets, stable. Ça ne veut pas dire être froid, mais c'est arriver à être stable émotionnellement, quelles que soient les choses qui arrivent. C'est beaucoup aussi dans la pensée, tout ce qui est... l'idée de se dire, voilà, Marc Aurèle, c'est la fameuse phrase de Marc Aurèle, Seigneur, aide-moi à changer ce que je peux changer, aide-moi à accepter ce que je ne peux pas changer, et aide-moi surtout à avoir la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc d'arriver à être équanime, c'est-à-dire finalement que ce que l'on arrive soit bien ou mal, c'est toujours un enseignement. Parfois je gagne, parfois j'apprends, mais jamais je ne perds. Complètement. Et ça, c'est souvent ce que Alors, je ne parle pas de ce terme-là, mais c'est souvent ce que j'essaie de transmettre. Moi, je prends beaucoup en exemple les bouddhistes, notamment les moines bouddhistes qui méditent et en fait, quoi qu'il se passe autour d'eux, ça ne change pas leur vie. Voilà. Exactement. Hier, j'ai eu un appartement qui a été ravagé. C'était avant-hier et j'étais sur Paris avec un coaché pour une journée. Et en fait, j'ai lu le message, j'ai envoyé un message à la personne qui gère l'appartement. Je lui ai juste dit, bon, ma force, va falloir gérer.
j'ai fait ma plainte et j'ai continué ma journée comme si de rien n'était. Et en fait, aujourd'hui, je reste affecté par certaines choses. Forcément, ça m'affecte. Et forcément, il y a un côté agacement, mais ça ne va pas détruire ma journée. Je vais continuer à agir, à faire ce que je dois faire, continuer à me sentir bien et je continue à avoir le sourire. Et souvent, on me dit que je suis toujours souriant, quoi qu'il se passe. Et dans l'armée, on me le reprochait. On me disait que c'était pas normal que je sourie autant. Même quand je me faisais engueuler, je souriais. Et je pense que c'est important de savoir garder le sourire, de savoir rester bien dans sa tête, dans son corps, quoi qu'il se passe, pour pouvoir être heureux et pour pouvoir vivre plus longtemps. C'est une manière de hacker son cerveau, hein. Il a été montré que quand on se forçait à sourire, en étirant nos zygomatiques, on envoie un message au cerveau et naturellement, on est plus motivé, on est plus joyeux juste quand on se force à sourire. Le fameux fake it until you make it. Complètement. Là, on est resté sur des choses, enfin, on est revenu à des choses assez simples qui, contrairement à ce qu'on peut penser dans le biohacking, ne nécessitent pas forcément des études de fou, tout ça. On est sur des choses très, très basiques. Maintenant, d'un autre côté, il y a des personnes aussi qui aiment tout traquer, Ah qui ouais, aiment c'est cool. tout mesurer. Ouais, mais c'est Qu'est-ce que marrant. tu penses, toi, des outils connectés, bagues connectées, montres connectées, ou encore du Ah, capteur de glycémie? ouais, je trouve que c'est très bien, mais c'est toujours la même chose. C'est des outils, c'est-à-dire que faut pas en être esclave. Comme je disais, hein, c'est comme les analyses biologiques, c'est-à-dire tout ça, c'est un faisceau d'arguments qui doit être pris en compte dans la personne, dans la totalité de la vie de la personne. Donc oui, je trouve ça cool. Il y a cette fameuse phrase, on ne peut maîtriser que ce que l'on peut mesurer avec précision. Donc tu parlais des capteurs de glucose. Ça, je trouve que c'est plutôt assez intéressant. Alors, il ne faut pas en être esclave, mais ça permet de voir comment notre corps réagit quand on parle. On parlait avant de sucre rapide, sucre lent. Ensuite, on a arrêté, on a parlé des index glycémiques. Ensuite, on a arrêté, on parle d'index insulinique ou de charge insulinique ou de charge glucidique. Bref, on utilise tout un tas de termes. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que chacun va réagir différemment. Je veux dire, si tu prends une banane et que je prends une banane, on ne va pas avoir la même élévation de glycémie. Donc, ce n'est pas complètement idiot de suivre sa glycémie pour savoir justement quels sont les aliments qui nous conviennent ou pas. Après, il y a d'autres choses qui permettent de traquer. Tu parlais des bagues connectées. Normalement, j'en ai une, mais là, j'ai un problème avec la bague, donc elle est restée à la maison. Mais effectivement, le bracelet Whoop ou tout ce genre de choses, c'est intéressant parce que ça donne des indications. Les chiffres absolus ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais les variations peuvent être intéressantes. Tout comme les balances connectées aussi, le fait de mesurer sa masse grasse, sa masse maigre. Donc oui, c'est intéressant. Moi, je trouve ça vraiment très chouette de pouvoir utiliser la technologie. Ça a ses limites, mais ça a quand même son intérêt. Si c'est juste je regarde pour regarder, je n'en fais rien, ça ne sert pas à grand-chose. Si c'est je regarde pour pouvoir faire des corrections et pour voir comment je peux optimiser ma santé, ça peut être intéressant. De toute façon, je pense que c'est l'avenir. Même là encore, en allant très loin, et là je parle plus de technologie médicale, mais il y a des personnes qui ont fait, mettons, un trouble du rythme cardiaque. On leur implante ce que l'on appelle un défibrillateur implantable, c'est-à-dire que c'est un appareil qui va détecter un trouble du rythme et qui va, s'il le détecte, automatiquement envoyer un choc. C'est-à-dire que c'est des gens qui, globalement, devraient mourir quelque part et qui ont cet appareil qui va les maintenir en vie. Donc je pense que ça, c'est une médecine de l'avenir, quelque chose où on aura des trackers sur nous. Mais juste un tracker en soi, c'est intéressant sans plus. Ce qui est intéressant, c'est un tracker qui nous permet d'avoir un correctif. C'est le cas des diabétiques. Moi, j'ai connu il y a quand même pas si longtemps que ça les diabétiques qui devaient se piquer le bout du doigt, mesurer leur glycémie, s'injecter telle et telle dose d'insuline. Maintenant, les diabétiques, pour beaucoup, ont des pompes à insuline qui traquent leur glycémie, qui vont administrer la dose qui correspond. Ouais, c'est complètement génial. Carrément. Et effectivement, il faut savoir ce qu'on en fait. Personnellement, j'ai testé la bague connectée et j'avais un petit souci, c'est que j'aime pas avoir une bague. Enfin, vraiment, ça me dérangeait. Mais pareil, avant ça, j'avais j'ai plus le nom en tête, ma bague familiale. J'ai même plus le nom. Comment on dit ça? Chevalière. Ma chevalière. Et pareil, j'avais du mal à la porter. Et en fait, la bague connectée, elle est restée dans sa boîte. Je la porte pas. Et j'aime pas avoir quelque chose sur les doigts. Une montre, pourquoi pas. Mais bon. Ouais, en fait, moi, j'avais j'avais tout le temps une montre au poignet. Et après, même si j'avais reçu une iWatch pour mon anniversaire, j'ai perdu l'habitude de mettre une montre, donc je mets moins. La bague, je m'y étais mis, je trouvais ça assez sympa, même si souvent dans mon travail, je devais l'enlever ou pour ne serait-ce que pour me laver les mains. Bon, il y a les bracelets Whoop, je trouve que ça a l'air assez intéressant. Je crois que je vais me laisser tenter par un bracelet Whoop. Voilà, en sachant qu'il faut toujours regarder ça avec
esprit critique, hein. Moi, je trouve ça super le tracking, mais il faut quand même savoir que dans ce monde du biohacking, qui est un énorme business, il y a énormément de produits qui sortent, beaucoup de Ouais. fausses promesses, beaucoup de choses qui sortent sans aucune étude, ou alors des études sont faites par les fabricants, donc autant dire que ça vaut rien du tout. Donc voilà, il faut voir ça avec prudence. Moi, j'aime bien dans le tracking les bilans sanguins. Je trouve que ça a priori relativement fiable. Encore que le problème, c'est que si, mettons, je te dose, je dis n'importe quoi, ton magnésium aujourd'hui et que je reçois le résultat du laboratoire dans une semaine, entre maintenant et dans une semaine, tu vas changer de vie. Donc ton taux de magnésium, il sera modifié. En même temps, est-ce qu'il faut avoir des trackers pour notre taux de magnésium? Ça, je pense pas que ce soit très utile. Génial, je comprends sur ça. Bon, à voir ce qu'on sortira dans le futur et ce qui existera. Pour terminer et conclure ce podcast, c'est quoi aujourd'hui ta routine de vie, ta routine quotidienne et ce que tu as changé au cours des dernières années? Alors, c'est très difficile à dire parce que moi, je suis un peu un foufou et en fait, j'essaye plein de routines différentes, plein de compléments alimentaires différents, parfois des choses un peu plus, des médicaments ou des choses comme ça. Donc, j'ai pas une routine extrêmement fixe. J'aime Les bien. points clés là Ah ben, sur ce mois-ci. Sur ce mois-ci. Alors, sur ce mois-ci, euh, hmm, difficile à dire. Là, par exemple, tiens, ça devrait te plaire. Muscu 3 fois par semaine avec les enchaînements rapides pour faire monter le cardio. Génial. Ça, c'est le truc que j'ai testé. Qu'est-ce que j'ai testé encore? J'ai remis en place une routine de méditation tous les jours. J'avais un peu laissé tomber, là je l'ai remise en place. Super puissant. J'ai la trouvé ça méditation. super cool. Qu'est-ce que j'ai testé encore? J'ai testé aussi, j'ai retesté, mais je suis pas hyper fan les douches froides. J'ai jamais été un grand fan des douches froides. Aller dans l'eau glacée type Wim Hof, ça me pose aucun problème existentiel. Je rentre dans l'eau Ouais. glacée comme ça. La douche froide, j'aime pas trop. Et puis j'ai un copain qui me disait, en fait, pourquoi tu commencerais pas par le froid et après mettre du chaud? Parce que d'habitude, je mettais plutôt la douche chaude et ensuite je finissais par du froid et j'avais pas envie parce que ça m'agaçait. Et là, finalement, le conseil de Spot, j'ai trouvé ça assez pertinent. C'est-à-dire qu'on commence par l'inconfort de la douche froide et après on met de la douche chaude. Donc voilà, ça c'est aussi ce que j'ai testé dernièrement. Et puis il y a aussi quelque chose que je fais depuis mon dernier anniversaire, donc depuis le 3 septembre, où j'ai décrété que, notamment au travail, je ne prendrai plus du tout l'ascenseur. À savoir qu'au boulot, je travaille entre le -2. 15e étage. Non, quand même pas. Entre le -2 et le +5. Donc, effectivement, je peux être appelé régulièrement à faire 7 étages à pied, monter, descendre. Donc, voilà, j'ai décrété que je ne prenais plus l'ascenseur à la clinique. Génial. Super Voilà. pour ça. C'est déjà un super changement et ça, je peux que le recommander dans les transports en commun, tout ça. Oui, avant, je le faisais dans les marcher. transports en commun ou autres, mais là, c'était à la clinique. Je dois dire que Ouais, il y a pas mal d'étages. il y avait pas mal d'étages et j'avais un côté un peu, ouais, c'est bon. Puis avec le temps, ça va vite. Ça me et les barre. jambes Et puis s'habituent. finalement, en fait, ouais, non, alors pour passer le temps, parce que ouais, c'est un peu barbant quand même de se taper cet étage. Donc je m'amuse à compter les marches. Et puis alors, comme à chaque fois j'en loupe une, je crois qu'il y en a 94, mais j'en suis même pas sûr, donc il va falloir que je recompte. Et ben, bon comptage pour la prochaine fois. Pour terminer, je vous recommande vraiment le livre de Denis sur l'inflammation parce que clairement, Sur l'immunité. sur l'immunité. On parle d'inflammation, mais le livre est Bah, sur l'immunité. C'est quoi le titre exact? Alors, il y a les secrets d'une bonne immunité que Les j'ai secrets d'une coécrit avec bonne ma immunité. femme pendant Oui, le c'est Covid. celui-ci. J'ai écrit aussi, tout à l'heure on parlait du sucre, zéro sucre grâce à l'auto-hypnose. Ça, c'était il y a quelques années où j'avais sorti ce livre. Par rapport au biohacking, j'ai sorti le manuel de démarrage du biohacker, qu'on ne trouve plus en version papier, qui est encore en version numérique sur Amazon. Je suis désolé, je cite. Qui est un petit bouquin où il y a vraiment l'essentiel, qui est un bouquin tout court que j'ai écrit, je sais pas, 4 ans, je crois. Et en courant 2026, j'ai 2 livres qui vont sortir. Biohacking pour les entrepreneurs. Donc, je vais reprendre vraiment le biohacking et l'orienter sur les gens qui veulent performer. Donc, le titre, c'est pour les entrepreneurs, mais en fait, c'est pour tous ceux qui veulent performer. Je suis sûr que même les sportifs peuvent y trouver beaucoup de choses. Et il y a également un gros livre sur la longévité qui devrait aussi sortir, où je vais vraiment être à la fois dans la théorie et la pratique. Quelque chose qui pourrait vraiment accompagner les personnes comme un espèce de carnet de route, de compagnon, pour pouvoir suivre avec des autotests,
des suggestions de bilan à demander à son médecin traitant, des petits tips, quoi faire quand on a tel et tel problème, et une espèce de compagnonnage. Je vais également parler des compléments alimentaires et également des médicaments en citant l'état actuel de la science, en sachant que tout ça va évoluer. Mais en tout cas, ça sera aussi quelque chose où je vais inclure dans ce livre mes réseaux sociaux, mon site internet. C'est pas une question d'auto-promo, c'est que ça va me permettre de garder du lien avec les lecteurs pour pouvoir, à chaque fois qu'il y a des nouveautés, continuer à transmettre et à réactualiser, et puis voilà, éventuellement répondre à des questions ou des sollicitations d'émissions ou de conférences ou autres. Et Voilà. te faire connaître, c'est très bien. Et faire connaître, surtout faire connaître le message, parce que bon, c'est au travers de moi surtout le message que je veux transmettre. Excellent. Donc j'ai lu, moi pour l'instant, Les Secrets d'une bonne immunité, que j'ai trouvé vraiment, vraiment top, parce qu'il est vraiment complet, accessible, facile à lire. Et je le recommande à une personne qui souhaite se reprendre en main, changer les choses. Vraiment un bon livre complet. Et là, les 2 livres que tu as cités pour 2026, je pense qu'ils m'intéresseront. Pour le guide du biohacking, j'avais regardé le résumé, je trouvais que c'était un petit peu trop accès débutant, on va dire, par rapport à ce que je recherchais. Mais là, les 2 livres que tu as cités, je pense qu'ils pourraient réellement m'intéresser. Le manuel de démarrage du biohacker, c'est vraiment, comme ça l'indique, c'est un manuel de démarrage. Donc, en fait, je l'avais sorti quand j'ai commencé à vouloir parler du biohacking, parce que je me disais, pour voir comment ça va être perçu, je voulais écrire un bouquin. Donc, je voulais écrire le premier livre en français sur le sujet. Alors voilà, j'ai pas la prétention d'avoir écrit l'Encyclopédie Universalis, c'est vraiment un manuel de démarrage, mais ça a permis de faire connaître le concept. Il y a eu pas mal de personnes qui se sont intéressées. Il y a des gens qui trouvaient ça vachement bien, il y en a d'autres qui trouvaient que c'était un peu léger. Avec le temps qui passe, plus le temps passe, plus les gens trouvent que c'est léger, parce que parce que c'est connu maintenant. Voilà, parce que maintenant les choses sont connues. C'est comme dans le livre sur l'immunité, si tu veux. Quand on a écrit le livre sur l'immunité là, avec Valérie, ma femme, on parlait du fait que pour augmenter l'immunité, il fallait prendre de la vitamine D, des oméga 3, qu'il fallait lutter contre l'inflammation, etc. C'est des choses qu'après tout le monde... Et du zinc aussi, on parlait aussi. Ensuite, tout le monde disait ça, mais on a été parmi les premiers à écrire un livre grand public sur le sujet. Donc voilà, c'est à la fois la beauté et la dureté de cet esprit scientifique, c'est-à-dire qu'on amène ce qui nous semble être de la nouveauté, mais ce qui nous semble être de la nouveauté maintenant, ça devient désuet. Voilà, donc c'est pour ça que pour ce livre sur la longévité, j'ai vraiment à cœur de pouvoir garder contact avec les lecteurs pour pouvoir réactualiser, parce que c'est un milieu qui bouge énormément, et c'est important de pouvoir garder du lien. C'est la grosse limite d'un livre qui est ancré dans le temps par rapport à une chaîne YouTube ou une vidéo qui a 2 ans. On va plus trop la regarder. C'est tout le temps un petit peu réactualisé. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ce podcast. Merci pour ces livres. Je vous les recommande vraiment. Et si vous souhaitez aller en savoir plus, vous pouvez consulter le LinkedIn de Denis Koster, qui est top, bien alimenté régulièrement, peut-être plus que le Instagram. Et si vous souhaitez des programmes, de l'aide, etc., vous trouverez tous les éléments en description. Pensez à mettre un j'aime, à partager le podcast à tout le monde et à vous abonner. À très vite. Force! Merci à toi.